Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, le journal des arts et du lifestyle. Au sommaire, nous irons aujourd'hui à la rencontre de l'artiste français Ali Guessoum. Il est né en Algérie, il est naturalisé français, il détourne dans son travail les clichés sur le racisme anti-arabe. À l'heure des crispations en France et du rapport terrifiant sur la montée du racisme dans ce pays, eh bien c'est édifiant et c'est drôle. Dans ce journal également de la mode, le créateur Tommy Hilfiger a ouvert un flagship store à Tel Aviv. Il a donc mis les pieds en Israël pour la première fois. Beaucoup de people, de socialites ont assisté à cet événement. Alors évidemment, on ne pouvait pas ne pas y être. Et puis, nous irons à la fin de ce journal à Hollywood. Une bonne nouvelle pour la génération des cadras et puis des quinquas, les stars qu'elles ont aimées dans les années 80 reviennent sur le devant de la scène. On appelle ça le retour des dinosaures. No botox, no lifting, juste du cinéma. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Alors lui, il n'a besoin ni de Botox, ni de rien d'ailleurs. Il est éternellement jeune. Stromae se lance dans la mode. Il a présenté mercredi à Paris une ligne de vêtements à son image, des couleurs vives, du wax, du tissu africain, une ligne fantaisiste et irrésistible comme lui, de polos et de sockets pour femmes, hommes et enfants qui portent le nom de Mozaert. C'est l'anagramme de Stromae qui est lui-même l'anagramme de Maestro. On va finir par manquer de lettres. De la mode encore avec du très beau monde, le styliste américain Tommy Hilfiger a ouvert en Israël son premier flagship store. C'est un immense magasin à Tel Aviv dédié à son univers casual sport. Évidemment, pour l'occasion, toutes les socialites locales avaient fait le déplacement, dont le mannequin Bar Raffaelli. Il faut dire que Tommy Hilfiger a été taxé il y a 2 ans d'antisémitisme, ce dont il s'était défendu avec force. Alors sa venue en Israël pour la première fois était très symbolique. Tommy Hilfiger, on l'écoute au micro de David Gombin. Beaucoup de mes amis font constamment l'aller-retour entre ici et New York et ils n'arrêtent pas de me dire « viens, viens ». Et je leur ai toujours répondu que lorsque j'aurai la bonne boutique au bon endroit, je viendrai. Je connais Monsieur Hilfiger depuis de nombreuses années, donc je le considère comme un vieil ami. Je suis toujours très très heureuse quand des gens de l'étranger que je connais viennent dans mon pays, dans notre pays. Donc je suis très heureuse, je veux qu'ils passent un bon moment et qu'ils voient un maximum de choses et qu'ils aient une bonne expérience. Cette mode de Tommy Hilfiger est très américaine, très casual. Elle se fait donc une bonne grosse place sur la scène israélienne. Alors, quid de la mode locale? Tommy Hilfiger connaît-il les designers du pays et même a-t-il entendu parler de la Fashion Week? David Gombin, avec Pasit Dank, lui a posé la question. J'ai regardé ça en ligne et j'ai été très impressionné par les designers israéliens car ils sont aussi internationaux. Et aujourd'hui, j'ai visité une école et j'ai admiré de nombreuses silhouettes de créateurs israéliens. Le racisme en France, à l'heure où le rapport de la Commission consultative des droits de l'homme a rendu ses chiffres, un artiste prend la tangente avec humour. 35% des Français se disent plutôt racistes, notamment à l'égard des Arabes et des musulmans. L'artiste Ali Guessoum a donc pris son parti et laissé parler le deuxième degré. C'est le récit de Sandy Fortis. La tolérance des Français mise à mal, selon un sondage réalisé par l'Institut BVA pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme, elle aurait chuté de 12 points depuis 2009. 63% des Français pensent par ailleurs que l'intégration des étrangers fonctionne mal, des chiffres qui font écho à de nombreux préjugés trop présents en France. Des préjugés que dénonce Ali Guessoum, qui utilise les images de la culture populaire pour déjouer les stéréotypes et les codes de la xénophobie ambiante. C'est un travail de mémoire et de miroir, je veux dire, mémoire et miroir. Ça me paraissait intéressant de le reprendre et de l'assumer un peu pour gêner, pour provoquer aussi, mais aussi pour amener la discussion. Ce qui n'était à la base que quelques visuels pour illustrer de manière décalée les discriminations et les stéréotypes les plus répandus en France, s'est transformé en une exposition récemment proposée au public à Paris. Des images drôles qui interpellent et qui, comme le titre de l'exposition, « Attention travail d'arabe », sont pleines de sens. Avant, c'était l'éloge d'un travail bien fait. À l'époque andalou, c'était plutôt un qualificatif de parler du travail d'arabe en termes d'architecture, de maîtrise de la géométrie. C'est plutôt après, quelques siècles après, où la colonisation est passée par là, où cette expression est qualificatif
qui renvoyaient des choses négatives, voire même racistes. À l'heure où le Front National remporte une dizaine de mairies, où une ministre est insultée publiquement en raison de ses origines et où un ex-humoriste antisémite a des millions d'admirateurs, pour Ali Guessoum, la France a bien besoin d'une piqûre de rappel. Elle a tout en tendance à s'endormir souvent sur le passé. Justement, la mémoire collective a un peu tendance à être récupérée ou un petit peu effacée au Tipex et on a l'impression que les vieux démons ressortent assez facilement. Et c'est oublier un petit peu un passé pas si lointain. Avec ses affiches et ses slogans détournés, Ali Guessoum tente donc de réveiller les consciences. Ces visuels devraient bientôt aller à la rencontre d'un plus large public en étant installés sur les grilles des parcs parisiens, une façon d'interpeller une population pas forcément préparée à se retrouver face à de telles réalités. Et notre invité vient d'arriver. Le racisme, elle le connaît, elle l'a étudié. Sarah Feinberg, bonjour. Vous êtes chercheur à l'INSS, l'Institut national des études stratégiques. Vous venez de sortir un livre, on va en parler. Je voudrais juste une petite réaction à ce sujet. Est-ce que la discrimination, c'est une constante dans l'histoire ? La discrimination, ce n'est pas une constante dans l'histoire. Par contre, ce qui est une constante dans l'histoire, c'est le racisme, ce que montrait ce reportage, parce qu'on voit que l'Union soviétique, qui est un régime qui s'est fondé sur la disqualification du racisme, sur la pénalisation du racisme, finalement, a réinstitutionnalisé des pratiques de racisme d'État. Et c'est ce que montre ce livre. Alors, justement, ce livre, vous venez de le sortir aux éditions Fayard. Ça s'appelle Les Discriminés. C'est un livre sur l'antisémitisme, l'antisémitisme en Union soviétique après Staline. Je voudrais savoir, Sarah Feinberg, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité qui a justifié chez vous l'envie d'écrire cet essai ? Cet essai procède plutôt d'une démarche personnelle parce que je suis née dans une famille de dissidents venant d'ex-Union soviétique qui ont vécu la période Brejnev, et c'est un peu une enquête à travers ce monde disparu, cet univers disparu. Et j'ai fait parler toutes sortes de témoins en Israël, en Allemagne, en Russie, en Ukraine et aux États-Unis qui reconstituent un petit peu cette époque. Alors, on imagine que pour écrire ce livre, vous avez rencontré des réfusniks, notamment donc des Juifs qui ne pouvaient pas et puis qui finalement ont pu quitter la Russie et puis qui sont arrivés en Israël. Est-ce qu'ils sont victimes en Israël, dans le pays qui les accueille, de racisme anti-russe ? Les réfusniks, non, parce que les réfusniks sont arrivés dans les années 70 et finalement ont été les héros du mouvement de la libération des Juifs soviétiques. Donc ils ont été au contraire très bien accueillis. Par contre, la vague d'immigration des 1 million de Russes qui sont arrivés donc en 91 en Israël ont fait l'objet à leur tour de mépris, de discrimination. Je pense à une chanson de la chanteuse israélienne Rita qui raconte l'histoire d'un petit garçon russe qui était juif en Union soviétique et qu'on appelle le Roussi, le russe en Israël. Rita, la chanteuse iranienne. Israélienne. Oui, mais d'origine iranienne. D'origine iranienne, oui. Sur quoi, selon vous, Sarah Feinberg, repose cet antisémitisme russe jusqu'en 91 ? Ce livre parle de l'antisémitisme soviétique après la période stalinienne, donc après cette période de campagne contre le cosmopolitisme qui a marqué une politique d'exclusion ciblée des Juifs. Moi, je parle d'un antisémitisme beaucoup plus sournois, beaucoup plus tacite, institutionnalisé dans l'administration, dans les services de recrutement, la manière dont les Juifs étaient empêchés d'entrer dans un certain nombre de professions, la diplomatie, le nucléaire, la production culturelle et scientifique soviétique, et comment cet antisémitisme a perduré jusqu'à la fin du régime soviétique. Il s'agissait notamment, il y a eu beaucoup de raisons, mais de faire oublier un petit peu les origines juives de la révolution russe, parce que vous savez qu'il y a eu un grand nombre de Juifs parmi les révolutionnaires et aussi parmi les membres de la police secrète soviétique. Tout ça, on l'apprend, on le découvre dans votre livre. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Les Discriminés aux éditions Fayard, l'antisémitisme soviétique après Staline. Merci Sarah Feinberg. Restez avec nous. Le retour, c'est un autre sujet, le retour des dinosaures au cinéma et puis l'exposition de l'artiste chinois Ai Weiwei, c'est maintenant, juste après les highlights, l'agenda des expositions.
À Paris, les Folies Bergères accueillent une troupe de danse venue d'Australie, les Tap Dogs, pour l'étape française de leur tournée mondiale. Les Tap Dogs, ce sont 8 jeunes danseurs qui se produisent sur scène avec un spectacle de claquettes contemporaines. Ensemble, ils ont créé ce show qui présente une version plus désordonnée et plus brute que la version traditionnelle. Vêtus d'habits de tous les jours, les Tap Dogs amènent avec eux un rythme, une force et une énergie éclatants où qu'ils soient. Les Tap Dogs à Paris, c'est jusqu'au 13 avril. À Tel Aviv, le musée Rubin présente une nouvelle exposition à l'occasion de son 30e anniversaire. Reuven Rubin, l'un des plus célèbres peintres israéliens. Son œuvre très fructueuse, s'étendant du début 20e et jusqu'à la fin des années 70, et est considérée la plus iconique des représentations de ce pays. Showplaces, ce sont des paysages et des portraits, mais aussi des évocations de ces endroits grâce à des photographies tirées de livres rares et de collections privées. Des photos qui apportent un autre angle à l'imagerie dépeinte par cet artiste et qui mettent en valeur son langage visuel. À voir jusqu'au 22 avril. À New York, le musée d'histoire naturelle fait un énorme bond dans le temps. Une exposition exceptionnelle revient sur les ptérosaures, ces cousins des dinosaures de grande envergure. Cette espèce s'est éteinte il y a 66 millions d'années, mais cette année, c'est à New York que vous les retrouverez. Ces vertébrés ont été les premiers à posséder la capacité de voler. C'est du moins ce que pensent les scientifiques qui ont retrouvé des fossiles de cette espèce dans des parties du globe aussi différentes qu'au Brésil, en Roumanie ou en Chine. Grâce à des simulateurs, piloter ces ptérosaures et plonger dans la préhistoire à partir du 5 avril et jusqu'en janvier 2015. Un musée de Berlin consacre cette semaine la plus grande exposition jamais organisée autour de l'artiste chinois Ai Weiwei. Un événement en format XXL qui regroupe ses plus belles pièces. Il y a notamment 6000 petits tabourets installés, une cellule de prison reconstituée. Il y a dans cette exposition une tour géante en vélo d'acier. Le musée Martin Gropius-Bau dédie ainsi tout son espace à l'artiste qui, lui, ne peut pas assister à cet hommage. Ai Weiwei a fait 80 jours de prison en Chine. Il a été libéré, mais il ne peut toujours pas sortir de son pays. Nymphomaniac a enfin trouvé un distributeur en Israël. La thématique du dernier film de Lars von Trier n'était pas du goût de tous dans le pays. Les déclarations antisémites du réalisateur ne lui avaient pas non plus attiré des amitiés, on va dire. C'est finalement le réseau de cinéma Lev qui a acheté les droits de distribution du film. Nymphomaniac sortira donc en Israël. On reste au cinéma avec vous, Laetitia Loreni, bonjour. Alors vous nous apportez une très très bonne nouvelle. On va dire que les vieux, beaux gosses sont de retour au cinéma à Hollywood. Alors vieux, si on peut dire vieux, on va parler plus précisément de Mel Gibson, de Kevin Costner et de Richard Gere. Mel Gibson, on le sait, a tenté un retour déjà en 2010 avec le film Hors de contrôle, où il s'était vu offrir le rôle principal d'un ancien détective enquêtant sur le meurtre de sa fille. Eh bien, il va revenir sur nos écrans à nouveau, cette fois-ci dans un film d'action. C'était de toute façon ce qu'il savait faire, les films d'action à son âge. Donc 59 ans, Mel Gibson. Il va revenir dans les Expendables. Oui, ils sont beaux. Hein. Il va revenir dans les années 80, si vous voulez. Hein, exactement. Tout ce qu'on a aimé. 80-90. Donc Mel Gibson reviendra dans les Expendables, qui est donc réalisé par son ami Sylvester Stallone. C'est un peu le film Booster la testostérone, où tous les hommes qui veulent faire leur comeback, tous les hommes de films d'action font leur comeback dans ce film, notamment Jean-Claude Van Damme. Même Schwarzenegger était revenu là-dessus. Kevin Costner, lui aussi, qu'on a pu voir depuis quelques années, tenter de revenir. Et bien là, il est carrément de retour, un gros comeback avec ce film 3 Days to Kill, où il joue un ancien agent de la CIA mourant, tentant de se rapprocher de sa fille, et qui se fait proposer un traitement expérimental en échange d'une dernière mission pour pouvoir le sauver. Richard Gere, lui aussi, on l'a vu tenter de revenir. C'était sur l'affiche, il était pas mal. Kevin Costner. Oui, parce qu'il y avait l'affiche pendant que vous parliez. Donc, autant voir des beaux garçons quand même. Mais alors c'est ça qui est incroyable, ils sont de retour, ils sont en tête d'affiche. C'est pas seulement un retour où ils ont un second rôle, c'est vraiment la tête d'affiche. Richard Gere était nominé aussi en tête d'affiche pour arbitrage pour son Golden Globe en 2010, et Richard Gere a 65 ans. Alors pourquoi on les voyait plus? Ils ont été punis Alors, ils ont bien évidemment, comme tous, laissé la place à la jeune génération pendant un petit moment. Leonardo DiCaprio, Jude Law, Russell Crowe, pour certains, ils se sont mis à la direction, à la réalisation. Pour d'autres, ils ont plus
créé le scandale, hein, Mel Gibson, avec toutes les polémiques, avec son antisémitisme, ses déclarations douteuses. Et puis donc Kevin Costner qui lui a joué dans quelques navets. Richard Gere, c'est peut-être le seul qui sortait son épingle du jeu avec quelques passages dans des films à succès comme Chicago en 2003. Et alors Laetitia, très très court, qu'est-ce qui selon vous justifie le retour de ces vieux beaux gosses? Vous le disiez, c'est les films dans les années 80. Les Hollywood, c'était un petit peu la recette d'Hollywood, c'était le blockbuster avec le héros viril, charismatique. Après, Hollywood a changé, les scénarios sont devenus un peu plus compliqués, on n'avait plus vraiment besoin de héros, c'était des films beaucoup plus psychologiques. Et les films psychologiques, on a besoin de toutes sortes de rôles, notamment des pères. Les pères à Hollywood sont aussi beaux que les jeunes qui nous font rêver. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on les utilise aussi dans ces films psychologiques. Merci Laetitia avec cette bonne nouvelle. Donc c'est dans les vieux pots qu'on fait les vieilles casseroles, de les retrouver. On va dire. Voilà. Et puis Jean-Louis Trintignant, 84 ans, pas mal. Merci beaucoup. C'est la fin du Culture Mag. On se retrouve demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci.